Le 26 juin 1923, l'incendie inattendu qui éclata au palais Tianfu de la cité interdite le réduisit à l'état de décombre. Qu'est-ce qui fut brûlé pour cet incendie mystérieux à l'intérieur du palais? Qui a prémédité cette catastrophe? L'événement énigmatique suscita à nouveau l'attention du public sur le sort des trésors rarissimes à la cité interdite. Selon des bruits qui couraient, des eunuques de la cité interdite auraient volé des choses placées sous leur garde et les auraient vendues dans la rue Lioli. Aussi des gens estimaient-ils que l'incendie au palais Tianfu serait un crime, prémédité pour camoufler le vol des vestiges par les eunuques. Pouilly ordonna d'enquêter sur les causes de l'incendie, mais malgré les efforts déployés, les enquêtes n'aboutirent à rien. « 18 jours plus tard, tous les eunuques de la cité interdite furent dispersés. Seuls les trésors collectionnés pendant des centaines d'années restèrent dans les palais. À partir de l'empereur Qianlong, les trésors collectionnés par la famille impériale furent sans exception conservés dans le palais Tianfu. Après son avènement, pour témoigner de sa piété filiale, l'empereur Tiating réunit expressément tous les objets que son père avait utilisés et les garda ici. Et ces objets y restèrent pendant plus de 100 ans déjà. Avant que Pouilly ne donna l'ordre d'ouvrir ses malles, personne n'osa toucher au scellé. Ce bol, d'apparence humble, est en fait aussi ancien que ses palais. Les caractères, fabriqués sous le règne Yongle, au fond du bol, s'imposèrent comme règle pour les porcelaines issues des fours officiels sous les Ming et les Qing. Et ainsi, toute pièce de porcelaine dut porter le nom du règne comme signe distinctif de datation. La brillance du corps de la tasse et la couverte bleue proviennent d'un matériau appelé smalt, que la flotte de Zhenghe a ramené de ses voyages en Occident. Ce matériau était donc très précieux. Pendant que l'empereur Yongle fit construire la cité interdite, il ne négligea pas de l'agrémenter de nouveaux trésors. La porcelaine bleue et blanche devint l'une des porcelaines les plus précieuses dans l'histoire de la porcelaine en Chine. Toutes ces pièces de porcelaine provenaient de Qingdejian. À partir de la dynastie Yuan, on eût pu fabriquer des porcelaines bleues et blanches assez mûres déjà. Sous les Ming et les Qing, la porcelaine chinoise commença à se diversifier. Les feux au four de Qingdejian flamboyèrent pendant plus de 500 ans. Durant cette période, d'innombrables porcelaines exquises furent expédiées continuellement à la cité interdite. Du temps de l'empereur Qianlong, l'industrie de la porcelaine chinoise atteignit son apogée. Ce vase représente le summum du savoir-faire de l'époque, car il réunit en lui 15 émaux colorés, 12 dessins mascottes en couleurs, sans compter 16 motifs décoratifs. Il est considéré comme la matrice de la porcelaine.
Aujourd'hui, à la cité interdite sont conservées 350 000 pièces de porcelaine, dont la majorité furent fabriquées dans les fours officiels sous les Ming et les Qing. Outre les plus belles porcelaines fabriquées à l'époque, la cour impériale collectionnait aussi les porcelaines anciennes, notamment celles produites dans les 5 grands fours des Song, les fours Tun, Zhou, Ge, Quan et Ting. Les couleurs originales et magiques des tunes furent formées de l'écoulement naturel des glaçures sous haute température au four. Cette technique, qui consiste à faire varier la température du four et qui entraîne ainsi le changement de la teinte de la couverte, est connue sous le nom de yaobian. Selon les couleurs, les tunes portent les noms de bleu, de rose, et les tunes rouges sont les plus précieux. Le profil bleu-vert pâle des joues est un signe distinctif. Cette couleur gracieuse et le profil raffiné représentent la quête de l'esthétique d'une époque de la porcelaine à son apogée. L'objet est gracieux sans perdre de somptuosité et simple sans négliger le poids et l'épaisseur. Parmi les 5 grands fours, le four Zhou nous légua le moins d'œuvres, qui sont au nombre de moins d'une centaine dans le monde, jusqu'à nos jours, dont 20 sont conservés à la cité interdite à Beijing. Ces fines craquelures à la surface des gueux ont un joli nom, sans craquelure. Les chercheurs en porcelaine appellent cela surface craquée. Ces craquelures sont dues à la rétraction du corps de la porcelaine et de la couverte qui ont des coefficients de dilatation différents au contact du froid quand la pièce sort du four. Ces craquelures à la surface des gueux traduisent bien les charmes décoratifs particuliers de cette porcelaine. Cette porcelaine guan de forme gracieuse, de couleur bleu-rose, aurait été fabriquée avec de l'agate comme émail. Par conséquent, sa surface donne une douce brillance comme celle du jade. Le four Ting dut son nom à la préfecture du même nom où il se trouvait. Les belles porcelaines Ting ont une couverte blanche comme du jade. Outre le four impérial à Tingdejian, d'autres structures spécialisées exécutaient les parures vestimentaires et ustensiles dont la famille impériale avait besoin dans sa vie quotidienne. En 1662, la cour impériale des Qing constitua à nouveau l'intendance impériale, chargée de cette mission. Les objets utilisés dans les palais, des porcelaines courantes au mobilier, des jades jouets aux cloisonnés décoratifs, des peintures ornementales aux objets d'or, d'argent, tout cela fut confié à cette organisation qui assura la satisfaction des besoins des palais impériaux en habillement, nourriture, déplacement et habitation. Cette ingénieuse chaise est unique au monde. Ses principaux éléments étaient constitués de la précieuse corne de cerf. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces cornes provinrent des cerfs que l'empereur Kangxi chassa en personne. La chaise fut bien un chef-d'œuvre de l'intendance impériale. Ce trône en bois de santal dans la salle de l'harmonie suprême mérite d'être nommé première chaise de Chine. En temps normal, l'empereur s'asseyait sur cette chaise pour traiter les affaires de l'Empire. Du trône à la longue table étroite sur laquelle l'empereur examinait les rapports, du lit sculpté de dragons et de phénix au tabouret, tout le mobilier, confectionné soigneusement avec les meilleurs matériaux, à usage exclusif de la famille impériale,
rayonnent de l'allure et de la finesse impériale. Les meubles des Ming attachent une plus grande attention au changement des lignes du contour. Par assortiment des surfaces plates, concaves, convexes, des lignes positives et négatives, on obtient des images géométriques multiformes qui sont d'un bon effet décoratif. Les meubles des Qing portent les empreintes des échanges et de la fusion des cultures Han et Mandchou. Ils attachent une plus grande importance à la forme, à l'ingéniosité et à la somptuosité. Sur le plan des moyens décoratifs, ils recourent davantage à la sculpture, à l'incrustation et à la peinture. Les dessins mascottes décorés sont les thèmes favoris des meubles des Qing. Combien les quelques 9000 pièces de maison à la cité interdite renferment-elles de meubles? Personne ne saurait le dire. Aujourd'hui, le musée des palais impériaux a un fonds de mobilier des Ming et des Qing d'une dizaine de milliers de pièces qui provinrent, en plus de ceux exécutés par l'intendance impériale, de la contribution des menuisiers de Guangzhou, de Suzhou et du Shanxi qui enrichirent le mobilier au palais avec des meubles de différents styles locaux. Ce jade sculpté et intitulé Taiyu, dompteur de l'eau, pèse 5 tonnes. Comparé aux autres jades collectionnés à la cité interdite, cette pièce de jade est la plus volumineuse et la plus lourde. Elle est la pièce maîtresse du musée. On la surnomme Jade Roi. Quelle est l'histoire derrière cette énorme œuvre de jade sculptée? Il existe dans le Xinjiang, à l'ouest de la Chine, une montagne du nom de Mileta, enneigée toute l'année, d'une altitude de 5000 mètres environ. Là, on produit un magnifique jade appelé par les natifs jade Hotan. Chaque année, en juillet, août et septembre, les extracteurs de jade profitent de la saison passagère de la fonte des neiges pour entrer dans la montagne extraire des jades brutes. Le jade Hotan est transparent, doux et humide. Chaque année, quand la neige fond, l'eau emporte des jades brutes dans les cours d'eau. À l'issue des heurts et des lavages pendant des milliers d'années, ces jades brutes sont taillées sous forme de pavés ronds. Ce sont là les meilleures brutes de jade Hotan. Un jour d'été de 1760, des extracteurs de jade découvrirent ce jade brut de plus de 5000 kg dans la montagne Mileta. À l'époque, les moyens de transport étaient très arriérés. Comment, dans cette région montagneuse, acheminer cette grosse pierre vers Beijing à plus de 5000 km de là? Les artisans trouvèrent enfin une solution. En hiver, on versa de l'eau sur le sentier, transformant le sentier en piste de patinoire, réduisant ainsi les frottements des roues. Puis, la pierre fut montée sur un grand chariot en bois, dont l'essieu aurait été de 11 à 12 mètres de long. On fit tracter le chariot au devant par une centaine de chevaux et 1 millier d'hommes qui poussèrent le chariot à l'arrière. La pierre progressait à moins de 10 km par jour. Avec quelques 10 000 hommes et 1 millier de chevaux, le chariot transportant le jade brut put enfin arriver à la cité interdite après avoir franchi 1000 monts et vaux au bout de plus de 3 ans. L'empereur Tianlong fut enchanté d'un si gros jade Hotan. Il sélectionna en personne la peinture, Taiyu, dompteur de l'eau, parmi les belles peintures de paysages et de personnages des Song collectionnés dans les palais.
il ordonna à l'intendance impériale de concevoir le jade d'après la peinture comme modèle. Quand l'ébauche du dessin fut achevée, l'empereur décida d'envoyer le jade brut et le modèle en cire à Yangzhou, car là étaient réunis les meilleurs sculpteurs de jade au monde. Au prix de centaines de milliers de journées de travail, qui valurent une dizaine de milliers de taels d'argent, le gros jade put enfin être installé au bout de 10 ans dans la salle de la longévité joyeuse. Enchanté, l'empereur Tianlong y écrivit ses raisons du choix de cette peinture, Tayu, dompteur de l'eau, comme thème de ce jade sculpté. Si j'ai choisi l'histoire de Tayu, dompteur de l'eau, c'est parce que je tiens à rendre hommage au souverain antique qui œuvra au bien-être du peuple sans pleurer sur sa peine. La cité interdite compta plus de 9000 pièces d'édifices, dont certains furent des palais luxueux et des pavillons confortables. Cependant, l'empereur Tianlong eut un faible pour cette chambre chauffée de l'ouest de moins de 6 mètres carrés. Il s'y rendait souvent pour lire et écrire ou pour jouir des antiquités, peinture et calligraphie. Malgré sa faible altitude, une montagne est célèbre quand un immortel y habite. La chambre chauffée de l'ouest est certes petite, mais elle conserve 3 trésors rarissimes que l'empereur Tianlong ne put lâcher. Modèle de calligraphie beau temps après la neige de Wang Xizhi, modèle de calligraphie mi-automne de Wang Xianzhi et modèle de calligraphie Bo Yuan de Wang Xun. C'est pour cette raison que cette chambre fut appelée aussi pavillon des 3 trésors rarissimes. Ces 3 œuvres datant de la dynastie Qin sont vieilles de plus de 1500 ans. Contre toute attente, un siècle plus tard, ces 3 trésors rarissimes de calligraphie connurent une péripétie émouvante. Au début de ce siècle, l'empire des Qing s'écroula et les palais impériaux furent mis en sens dessus-dessous. Une certaine favorite, du nom de Tin, profita du désordre pour dérober les modèles de calligraphie mi-automne et modèles de calligraphie Bo Yuan. Elle les a cachés dans le palais de la longévité et de la santé qu'elle habitait. Puis, elle les fit sortir dans ses bagages. Les 2 modèles de calligraphie changèrent plusieurs fois de main et parvinrent finalement à Hong Kong. En 1951, ils furent rachetés par le gouvernement populaire au prix fort et ils sont conservés aujourd'hui au musée des palais impériaux. Le modèle de calligraphie Beau temps après la neige de Wang Xizhi parvint finalement à Taïwan en 1949. Il est conservé aujourd'hui au musée des palais impériaux à Taipei. Quant aux peintures collectionnées dans la cité interdite, la plus renommée est la fameuse peinture sur les rives de la Bianhe le jour du Qingming. Elle est l'œuvre du peintre Zhang Zeduan de l'Académie de peinture des Song entre 1100 et 1125.
En 1127, les Qin s'emparèrent de Kaifeng et Zhao Ji, empereur dit Huizong des Song, premier propriétaire de cette peinture, fut capturé par les Qin. La peinture tomba ainsi entre les mains des Qin. Quand les Yuan renversèrent les Qin, la peinture sur les rives de la Bianhe le jour du Qingming fut récupérée à nouveau dans les palais impériaux. En 1351, un artisan appelé à monter la peinture la substitua par une réplique. Il la fit sortir des palais en catimini. Sous les Yuan et les Ming, la peinture changea de main plusieurs fois et tomba à la fin entre les mains de Yensong, mandarin corrompu le plus haut placé à la cour impériale des Ming. Tombé en disgrâce par la suite, Yen se vit confisquer tous ses biens et la peinture fut saisie par la cour impériale. On dit que Feng Bao, chef des eunuques, vola cette peinture une fois de plus. Ainsi, cette dernière commença-t-elle à nouveau à passer de la main d'un collectionneur à un autre. Le dernier propriétaire de la peinture, en tant que collectionneur particulier, fut Bi Yuan, un mandarin des Qing. Il fut poursuivi pour ses fautes, malgré son décès, et tous les biens de sa famille furent confisqués. Ainsi, de même que les autres biens, la fameuse peinture réintégra-t-elle pour la 4e fois les palais impériaux. À ce moment-là, Qianlong est décédé depuis longtemps. Il n'eut pas l'occasion de jouir de ce trésor rarissime. Or, le sort extraordinaire de cette peinture n'a pas pris fin. Pu Yi, dernier empereur des Qing, donna cette peinture comme gratification à son frère Pu Tie, qui l'emporta de la cité interdite et l'emmena à Tianjin, puis à Changchun. En 1945, l'État fantoche mandchou s'écroula et la peinture fut collectionnée par le musée du Nord-Est. Après la fondation de la Nouvelle Chine, cette peinture, sur les rives de la Bianhe le jour du Qingming, a été convoquée au musée des Palais impériaux en 1953, son lieu de refuge familier. De 1756 à 1762, l'empereur Qianlong pacifia 2 fois la rébellion des Dzungar. Ce fut l'une des 10 grandes opérations de Qianlong. Pour commémorer la victoire de la pacification, l'empereur Qianlong fit exécuter par un peintre occidental, au service de la cour impériale, la série de peintures historiques, album de la bataille de pacification en contrée occidentale. Il décida aussi de l'envoyer en France pour en faire des gravures sur cuivre. 7 graveurs français mirent 7 ans pour achever le travail de ces gravures sur cuivre. En 1774, les gravures en 200 feuilles, de même que les peintures originales et les planches gravées, furent acheminées en Chine. Cela prit 11 années au total. La passion de l'empereur Qianlong ne se limitait pas à la collection des peintures et des calligraphies. Il rédigea aussi 2 livres, répertoriant les 1529 bronzes collectionnés dans les palais impériaux. On dit que Ta Yu fit couler 9 trépieds pour pacifier le monde. Dans la haute antiquité, sous les dynasties Xia, Shang et Zhou, la civilisation du rite et de la musique, avec des bronzes comme objet représentatif, fut très développée. Ce fut aussi la société idéale à laquelle les confucianistes aspirèrent. Les souverains postérieurs considérèrent ces régimes comme des modèles et l'objectif de leur vie. Au temps de Qianlong, la culture de rite et de musique avec bronze est tombée depuis longtemps dans les oubliettes. Cela n'empêcha pas l'empereur d'exprimer son idéal et sa quête au moyen de la collection des antiquités. Aussi, les bronzes collectionnés dans les palais impériaux eurent-ils non seulement le sens des études archéologiques, mais aussi une connotation politique.
Aujourd'hui, la cité interdite compte dans sa collection 15 000 pièces de bronze, soit 10 fois la taille de la collection au temps de Qianlong. Rien que les bronzes à inscription datant des périodes antérieures à la dynastie Qin se chiffrent à 1600. Ce trépied du duc Mao est conservé aujourd'hui à la cité interdite de Taïwan. Qianlong n'a jamais pu le voir de son vivant. En 1799, soit l'an 4 du règne de Qiaqing, l'empereur Qianlong, qui était le père de l'empereur en exercice, mourut le 3 janvier de cette année-là. Et les gloires de l'empire prospère des Qing se ternirent progressivement, comme le teint du visage de ce vieil homme de 89 ans avant sa disparition. À la mort de Qianlong, l'empereur Qiaqing, attaché à témoigner la piété filiale, fit mettre tous les objets favoris de son père, y compris les peintures et calligraphies, dans des caisses qu'il scella et garda dans le palais Tianfu. Les caisses scellées et léguées que Pu Yi vit en 1922 étaient de cette époque-là. « 500 ans s'écoulèrent avec tant de péripéties vécues. D'innombrables empereurs, ministres, généraux, hommes de lettres, peintres, artistes déployèrent leurs talents en ce lieu des palais impériaux. Ce lieu a été le cœur de l'Empire et le refuge de la richesse. Ce fut ici que des ordres d'expédition furent émis. Ce fut aussi ici le théâtre de tant de complots à la cour impériale. Aujourd'hui, ce qui devait prendre fin a déjà pris fin. Seuls ces murs épais, ces palais imposants et ces carreaux veillent sur la gloire et les honneurs du passé.